Alors que le grand public se fout littéralement du Bitcoin et du cassage de son record historique, les gouvernements, les mastodontes de la finance et les géants de la tech se jettent dessus à une échelle sans précédent, accumulant des quantités massives de Bitcoin à travers le monde. Rien que sur le mois de mai, ce n'est pas moins de 9 milliards de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. Alors, est-ce que tu es en train de rater le train? Eh ben, je te dis tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 4 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je te partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes, ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui, encore une fois, est plutôt mitigée. Mitigée en daily, puisque le Bitcoin est bien monté hier, mais il est bien redescendu derrière. D'ailleurs, quand on regarde sur la semaine, on est toujours bien dans le rouge, à part White, une crypto que je connais pas du tout, qui a pris 131%, tout le reste est dans les choux. Ça se voit d'ailleurs sur le Crypto Fear and Greed Index, On était à 58 hier, on est passé à 57 aujourd'hui, toujours dans la neutralité. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous étions dans la cupidité. On était monté à 76, quasiment à 80 dans l'extrême cupidité. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, ou en tout cas une pause. Le Bitcoin avait besoin de respirer. Forcément, la phase d'euphorie est avortée. Et alors, première news, j'ai enfin lancé mon serveur Discord communautaire. Dessus, on y parlera crypto, évidemment, mais aussi et surtout trading. D'ailleurs, je suis en train de l'alimenter et je vous ai mis déjà quelques petites ressources précieuses, notamment les outils avec lesquels moi je trade, les outils avec lesquels je suis mon portefeuille, avec lesquels j'effectue mes recherches, mais aussi je vous ai mis à disposition gratuitement tous les livres que je vous recommande puisqu'ils m'ont été d'une aide précieuse dans mes débuts dans le trading. L'objectif est de construire une communauté soudée et bienveillante pour mieux naviguer ensemble dans l'univers des cryptos et du trading. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Et alors, news suivante, on a SolarBank, mais en réalité, toutes les news qui vont suivre sont hyper bullish. Franchement, t'es pas prêt. On a donc la société d'ingénierie de construction nord-américaine SolarBank qui annonce qu'elle adopte une réserve stratégique de Bitcoin. Elle s'aligne donc sur la politique de son gouvernement. Et c'est pas tout. On a aussi l'Assemblée de Californie qui adopte un projet de loi autorisant l'État à accepter des paiements en Bitcoin et autres crypto-monnaies avec un vote de 68 contre 0. Maintenant pour la suite, ça se passe devant le Sénat. Et alors on continue avec la société de courtage en crypto-monnaie basée en Norvège, K33, qui a effectué son premier achat de Bitcoin avec 10 Bitcoins dans le cadre de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin, avec l'objectif d'accumuler 1000 Bitcoins à son bilan. Plutôt que de garder du capital, il préfère garder du Bitcoin. Récemment, on a également eu l'élection du candidat du Parti démocrate à la présidence de la Corée du Sud, et donc ce nouveau président, dont je m'aventurerai pas à prononcer le nom, est un président pro-Bitcoin. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Sud est très en avance sur la tech, très influente également, on a beaucoup de grosses sociétés qui sont sud-coréennes, et donc le fait que le président soit pro-Bitcoin, ça laisse présager une politique pro-Bitcoin pour la Corée du Sud sur les prochaines années. Ce qui est effectivement bullish. Pour la Corée du Sud, mais pour le monde entier en fait. Et alors là, vous avez sous les yeux la liste des entreprises publiques, c'est-à-dire celles qui sont cotées en bourse, qui ont ajouté du Bitcoin à leur bilan pour la première fois au mois de mai seulement. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de sociétés américaines, mais c'est pas tout. On voit les sociétés britanniques, argentines, allemandes, norvégiennes. Donc vous voyez, on a de plus en plus de sociétés dans le monde qui sont en train d'adopter le Bitcoin, qui en achètent massivement. On a des États également, on a déjà vu dans les précédentes vidéos qu'il y avait le Salvador, les États-Unis qui ont voté pour la réserve stratégique en Bitcoin. Alors ils n'ont pas commencé à en acheter, mais par contre ils vont plus les vendre, ils en ont 200 000. Je vous parle même pas de Metaplanet au Japon ou de Strategy Bay de Michael Saylor. Ils achètent du Bitcoin à tour de bras. Et pendant ce temps, nous, petits retail, grand public, bas peuple, qui faisons partie de la masse, on n'est même pas sur le quai en train de le regarder, puisqu'en fait, on n'en parle même pas. La planète entière est en train d'adopter le Bitcoin, et pendant ce temps, le retail est dans l'ignorance la plus totale. On est en train de vivre une révolution financière qu'on n'a pas vue depuis des décennies, voire peut-être même des siècles, et pourtant, tout le monde s'en fout. Alors, je t'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo mon avis, je vais te le redonner maintenant. Mais pour moi, le fait qu'on ait passé le seuil fatidique et psychologique des 100 000 $, ça a tué le game, quoi. Non seulement les gens considèrent ça maintenant comme acquis, c'est un montant qui est tellement énorme que le fait que Bitcoin dépasse les 105 000, 110 000, 112 000 $, finalement, pour le commun des mortels, c'est la même chose. On est au-dessus des 100 000, on pète la TH au-dessus des 110, finalement, ça fait absolument rien. Et je pense même que le jour où on sera à 120 000, ça fera toujours rien. Parce que par rapport à 100 000,
bah c'est peanuts. Donc ça, c'est la première barrière psychologique. Le Bitcoin est au-dessus de 100 000 $, c'est acquis. Le deuxième point, c'est que 100 000 $, c'est un seuil psychologique qui est trop dur pour le commun des mortels. Ils s'imaginent que le Bitcoin est trop cher. Le retail se dit, bah ouais, j'ai déjà raté le train. Le Bitcoin vaut déjà 100 000 $. Il va jamais monter à 1 million, il va pas monter à 10 millions. Ça sert à quoi que j'investisse maintenant? De toute façon, il est trop cher. Pire que ça, il y en a même qui pensent que le Bitcoin n'est pas divisible. Donc ils se disent, bah de toute façon, moi j'ai pas 100 000 $ pour acheter un Bitcoin, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Mais le Bitcoin, on peut en acheter jusqu'à un Satoshi, c'est-à-dire 8 décimales après la virgule. Donc on peut acheter des portions de Bitcoin, on peut acheter 10 $ de Bitcoin ou 10 € de Bitcoin. Malheureusement, il n'y a pas assez d'informations claires à ce sujet. Les médias n'en parlent que quand il y a de la hype à la hausse ou à la baisse, mais on ne forme pas assez les gens sur cet actif. Et donc c'est également pour ça que sur ce cycle-là, on n'a pas encore connu de phase d'euphorie, parce que le retail n'est pas rentré dans le game. Alors il y en a beaucoup qui sont rentrés via BlackRock ou via les ETF. Comparativement au précédent cycle où les retails s'étaient mis devant leur PC ou devant leur application crypto et avaient acheté leur premier Bitcoin, aujourd'hui finalement, plus personne ne s'y intéresse. Et très sincèrement, je pense que ce n'est que passager. Il n'y aura peut-être pas de phase d'euphorie comme sur les précédents cycles, mais le Bitcoin va continuer de monter. Dans la vidéo de lundi, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de Bitcoin qui sortent des exchanges. Regardez cette news, le nombre de portefeuilles détenant plus de 1000 Bitcoins a grimpé à 1455 en mai 2025, signalant une nouvelle phase d'accumulation pour les grosses baleines. Pendant que le retail s'en fout, les baleines sont en train d'accumuler. Et pas pour vendre, pour accumuler. Et plus elles en accumulent, moins il y en a de disponibles sur le marché. Donc inéluctablement, plus son prix augmente. Donc si vous vous posez la question, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? La réponse est, il n'est jamais trop tard pour acheter du Bitcoin. Le Bitcoin est fondamentalement haussier. Il a beau avoir des phases de correction, il est fondamentalement et à long terme haussier. Et alors, news suivante, Binance détient désormais 59% de toutes les réserves de stablecoin, 31 milliards de dollars en USDT et USDC. Et il domine les flux entrants de 2025 avec 180 milliards de dollars. Malheureusement, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, Binance ne propose pas les produits futurs, les produits dérivés en France, puisque l'AMF a interdit le trading avec levier en France. Donc du coup, Binance ne propose pas ses services de trading dérivé ou trading perpétuel sur sa plateforme. Et alors du coup, dans ma grande vidéo dont je vous ai parlé au début, je vous parle de l'exchange Mexi, qui sur ce classement sont donc 5e. Bybit est banni en France, Coinbase ne propose pas de produits dérivés en France, OKX non plus, du coup, moi, je trade sur Mexi. Donc, si tu veux te lancer dans le trading, personnellement, je te conseille Mexi. Tu trouveras un lien dans la description. Et alors, on continue les news avec, vous voyez, c'est la courbe de la liquidité M2, la liquidité mondiale, qui a encore atteint un ATH. Un ATH, c'est un all-time high, c'est-à-dire un record historique. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant de liquidité dans le monde. Et on en revient encore une fois à la corrélation entre le prix du Bitcoin et la liquidité mondiale disponible. Et on s'est rendu compte qu'en décalant les courbes de 87 jours, elles sont quasiment parfaitement corrélées. Et donc là, on en serait là, début juin. Et vu la courbe de la liquidité mondiale en jaune, ça laisse présager de beaux jours devant nous pour la courbe du Bitcoin qui, elle, est en orange. Vous voyez, a priori, si on suit effectivement la courbe de la liquidité, on atteindrait les 190 000 $. Bon, il n'y a rien qui est 100% garanti non plus, attention, hein. Mais c'est vrai que si on se fie à cette analyse, et à cette corrélation qui n'est quand même pas contestable, il y a quand même de fortes chances qu'on continue de monter, quoi. Et alors encore une fois, Trump, comment ne pas parler de lui? J'aimerais bien un jour faire une petite vidéo où il n'y a pas besoin de parler de Trump. Mais non, il fait tout le temps parler de lui. Et donc on a son réseau social, Truth Social, qui a déposé une demande de TF Bitcoin. Alors je vous avoue, ça m'étonne un petit peu parce que je vois pas trop le lien entre cette société et le fait de pouvoir en proposer en tant que TF. À la rigueur avec sa WLFI, sa World Liability Financial, donc sa société financière, ok peut-être, mais avec son réseau social, bon écoutez, il a fait la demande, c'est très bien. À côté de ça, il sort son wallet. Qu'un wallet, c'est un portefeuille numérique sur lequel on peut stocker de la crypto. Et ce wallet est notamment destiné à stocker le token Trump, mais également l'USD1, qui est un stablecoin qui a été sorti effectivement par la WLFI, la société financière de la famille Trump. Donc ils ont annoncé qu'ils vont sortir leur propre wallet, et ils ont même rajouté, pour faire monter la pression, une liste d'attente pour les personnes qui pourront effectivement accéder à cette application. Ah, il est vraiment à fond dans le marketing, lui. Enfin, en même temps, on va pas s'étonner, c'est pas un président, c'est un businessman. Et alors, dernière news, je sais pas si vous avez suivi les rebondissements, mais Trump avait annoncé que la Chine n'avait pas respecté le deal qu'ils avaient signé en Suisse, la Chine a traité Trump de menteur. Finalement, Trump et Xi Jinping ont prévu de se parler vendredi, espérons-le, pour calmer les tensions. Bon, en même temps, maintenant, tout le monde s'en fout. Trump, il peut dire ce qu'il veut, finalement, les marchés, ça les fait vraiment plus trop bouger. On termine les news par les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 375 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 109 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Ce qui nous porte à la semaine à plus 107 millions de dollars sur les ETF Bitcoin, puisqu'effectivement on avait un flow négatif, donc un outflow sur la journée de lundi, et à plus 187 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Est-ce qu'on a enfin compris l'intérêt d'Ethereum? Est-ce que enfin Ethereum va reprendre des couleurs face au Bitcoin?
casser sa dominance? Eh ben écoutez, c'est ce que pour l'instant les inflows sur les ETF sont en train de nous dire, pourvu que ça dure. Et alors on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, pas mal d'annonces. À 14h15, la création d'emplois dans l'agricole. À 15h45, les PMI services. À 16h, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Et à 16h30, les stocks de pétrole brut. Alors ça risque de bouger un petit peu à 16h sur l'indice PMI. Quoique honnêtement, à part le CPI et le PCE, j'ai jamais vu les graphiques grandement bouger suite à ces indices-là. Donc bon, si vous tradez aujourd'hui, évitez de prendre des positions juste avant 16h, vous risquerez de vous faire sortir. Sinon, vous êtes plutôt safe. Et on passe tout de suite à la liquidation heatmap. Je vous rappelle juste que dans la vidéo de lundi, je vous ai expliqué exactement comment fonctionnaient les liquidations, comment il fallait interpréter cette map, comment grâce à cette map, il nous était possible de prédire plus ou moins les mouvements que va faire le prix. Je vous mets un petit lien en haut à droite. Si vous savez pas comment ça fonctionne, allez la voir. Super intéressant. Mais alors, quand on la regarde sur un mois, on voit qu'on est en train d'accumuler pas mal de liquidités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parié à la hausse. Leur liquidation ou leur stop loss se trouve dans ces zones-là, là, sur les 102 000 $. Plus le temps passe, plus on est en train d'accumuler parce que le Bitcoin est en train de monter légèrement. Alors, on a une correction. Et dans cette correction, on a une respiration. Ça dépend toujours de sur quel time frame on est en train de regarder. Alors, est-ce qu'on n'irait pas d'abord chercher dans cette belle poche de liquidité avant de pouvoir partir à la hausse? C'est possible, c'est pas exclu, hein. On en a aussi en dessous des 85 000, hein, sur les 83 000, là. Alors, je doute qu'on aille jusqu'en bas, là, quand même. Ça ferait une correction assez sévère, mais c'est pas exclu. Je vous montre ça tout de suite en analyse technique. Vous voyez, quand on regarde le Bitcoin en daily, on voit qu'on est toujours coincé dans ce canal baissier, là. Hier, on a touché le top. Donc, a priori, pour trader aujourd'hui, on va plutôt chercher des shorts. Si on zoome un petit peu, on voit qu'effectivement, on a initié depuis le 30 mai une petite tendance haussière. C'est possible aussi qu'on casse à la hausse, qu'on prenne appui sur la trendline et qu'on reparte. Moi, cela dit, pour qu'on puisse avoir la force de monter et avoir un mouvement qui est plutôt sain finalement, j'aimerais bien voir, comme je l'avais tracé là en violet et comme je l'ai tracé là en orange, une belle petite correction pour prendre les liquidités qu'il y a ici, là, sous les 100 500 $, 100 600 $. On vient de retravailler cette zone d'imbalance, là, cette zone de déséquilibre, pour pouvoir ensuite repartir plus fort à la hausse. Parce qu'effectivement, ça fait depuis début avril, donc 2 mois, qu'on monte quasiment sans retracement. Extension, accumulation, extension, accumulation, extension, accumulation, extension. Et là, seulement, on est en train d'avoir un petit retracement. Mais c'est rien du tout. Comparé à la hausse qu'on vient d'avoir, c'est absolument rien du tout. Il faut pas s'inquiéter. Et même si on vient retravailler cette zone-là, ou cette zone-là sur les 95 000, ou même cette zone-là sur les 84 000, il n'y a rien d'alarmant. Encore une fois, tout est une question d'échelle sur laquelle on regarde. Si on dézoome, le Bitcoin est fondamentalement haussier. Donc c'est pas parce qu'on corrigerait sur les 85 000 que ça remettra en cause la tendance haussière. Enfin pour l'instant, on n'y est pas. Je parle le scénario entre guillemets catastrophe, mais on est aujourd'hui à 105 429 $. Il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. On est dans une respiration du Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, il est possible et il y a plus de probabilité selon moi qu'on parte à la baisse, qu'on continue donc vers le bas du canal baissier. En revanche, il est aussi possible qu'on parte à la hausse. On peut très bien se contenter des liquidités qu'on a prises ici, là, sur les 103 000 $, et avoir déjà l'énergie suffisante pour repartir à la hausse. Faut pas oublier, on vient de le dire en début de vidéo, on a quand même des grosses institutions, des pays, des sociétés qui sont en train d'acheter du Bitcoin à tour de bras. Et en plus, qui les retirent des exchanges. Donc du coup, il y en a moins à la vente. Et puisque la demande est supérieure à l'offre, et ben forcément, le prix continue d'augmenter. Alors quand on regarde l'Ethereum, indéniablement, il est plus fort que le Bitcoin sur ce mouvement-là. Vous voyez, quand le Bitcoin était en train de corriger avec un canal baissier, l'Ethereum, lui, il est juste dans un range. En plus de ça, je vous montrais dans la vidéo de lundi, il y a ce qu'on appelle une divergence haussière cachée, puisqu'on est en train de faire des plus bas de plus en plus haut, alors que le RSI fait des plus bas de plus en plus bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Ça laisserait donc penser que le prix de l'Ethereum est sur le point de partir à la hausse. Et vous voyez, ça se reflète bien sur le ratio Ethereum-Bitcoin. Précédemment, quand le Bitcoin chutait, l'Ethereum chutait 3, 4, 5 fois plus. Là, le Bitcoin a chuté et pourtant, le ratio d'Ethereum s'est stabilisé, voire même il est en train de remonter. Donc oui, clairement, l'Ethereum est en train de remontrer des signes de force face au Bitcoin. Et c'est plutôt bon signe pour la suite. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, depuis les 2 derniers jours, elle baisse un petit peu, puisqu'effectivement, le ratio Ethereum-Bitcoin est en train de remonter. Je vous rappelle que la courbe de la Bitcoin dominance et la courbe de ratio Ethereum-Bitcoin sont 2 courbes qui sont inversement corrélées, puisque l'Ethereum représente quand même la 2e plus grosse capitalisation après le Bitcoin. Donc du coup, si le ratio Ethereum-Bitcoin monte, la Bitcoin dominance baisse. Logique. Et d'ailleurs, vous voyez, la Bitcoin dominance était dans un beau canal haussier. À l'inverse, le ratio Ethereum-Bitcoin était sur une belle tendance baissière. 2 courbes-là sont inversement corrélées. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!